Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce live pour la présentation du baromètre de l'expérience candidate en 2023. On va patienter quelques minutes en attendant que tout le monde se connecte. On va commencer courant 11h03, 11h05. Je vous laisse patienter et je vous dis à tout de suite. Alors du coup, pour vous faire aussi découvrir un petit peu la plateforme et les interactions que vous pouvez avoir avec nous pendant ce live, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a un petit onglet chat, donc ne soyez pas timide. Je vous invite à... Alors, je vois que voilà, c'est déjà parti. Les bonjours sont lancés. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Et n'hésitez pas à nous remonter vos remarques, vos questions, vos interrogations. On s'en servira pour permettre de faire émerger des points sur scène avec nos interlocutrices aujourd'hui. Voilà. Bonjour Emmanuel, bonjour Nicolas, bonjour Olivier, bonjour Cécile. Voilà, quelques habitués ici. On est ravis de vous retrouver. Pour ceux qui viennent de se connecter, on va commencer le live d'ici 2-3 minutes. On attend que tout le monde arrive. Super. Eh ben, rebonjour à tous, rebonjour à toutes. On va doucement commencer ce live pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger et de poser les questions. On est en train de gentiment dépasser la barre des 100 personnes en simultané, donc c'est qu'on a déjà une bonne partie des inscrites et des inscrits aujourd'hui. Du coup, je vais d'abord introduire un petit peu le propos et l'heure qu'on va passer ensemble. L'idée aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de présenter notre baromètre sur le parcours candidat en 2023, et ensuite on aura le plaisir de laisser place à Marianne et Perrine qui ont une meilleure expérience que moi sur tout l'ensemble du sujet et qui viendront nous parler de la place de l'expérience étudiante en 2023. Du coup, petit rappel du déroulé aujourd'hui. On va refaire une petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas du collectif Expérience étudiante. On balayera quelques chiffres clés de l'étude qui devront vous donner envie de télécharger ce nouvel opus. Et ensuite, on aura 45 minutes pour échanger avec Marianne et Perrine sur le sujet. Et enfin, vous aurez la place pour vos questions-réponses. Je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinar. Je pourrais les faire remonter rapidement pour qu'on puisse échanger de manière collaborative durant cet événement.
Alors, petit rappel de notre collectif. Donc, le collectif Expérience étudiante a bientôt 4 ans. L'année prochaine, ça fera 4 ans qu'on échange et qu'on travaille tous ensemble. Donc, c'est quoi le collectif? C'est un regroupement d'acteurs des solutions à destination des établissements de l'enseignement supérieur. Pour nous, c'est vraiment important de créer cet endroit où on va de manière fréquente proposer aux gens d'échanger sur des thématiques et nous aussi de faire remonter des sujets et des datas de notre côté. Donc aujourd'hui, c'est plus de 1300 membres qui se réunissent comme aujourd'hui pour échanger sur ces enjeux de l'expérience étudiante qui nous est chère à tous et à toutes. Et donc plusieurs fois par an, on organise des études, des webinars, des événements physiques pour se retrouver, partager, échanger. L'année dernière, on a organisé 4 webinars et on a organisé un grand événement au Figaro pour ceux qui étaient présents. Cette année, on va organiser 2 événements physiques, j'y reviendrai juste après. Pour présenter les membres fondateurs de ce collectif, il y a d'abord le Figaro Étudiant Pro, qui est le média qui vous propose des solutions pour rayonner auprès des étudiants, le salon, les sites web et du contenu. On a Meet Your School, qui aujourd'hui est l'outil par lequel nous passons, qui est une solution pour créer et organiser vos événements en ligne pour attirer des nouveaux candidats, qui est un enjeu fort sur l'écosystème. Évidemment, Oscar CRM, on ne le présente plus, le leader des CRM dans l'enseignement supérieur, et Magma, qui est la solution pour faire de vos étudiants les meilleurs ambassadeurs pour convertir vos candidats. Voilà, je pense que vous commencez à nous connaître tous et on est ravis de vous retrouver tout au long de l'année. Alors, sortez vos agendas. Dernier petit moment promotion du collectif. Save the date. Le prochain événement physique aura lieu le 7 décembre 2023, donc bientôt. Ce sera un événement qui se structurera comme la dernière fois sur une matinée de conférence de 8h30 à 14h. Cette fois-ci, on a le plaisir de faire ça au sein du théâtre L'Européen à Paris. Et c'est l'école Ourdé qui nous a invités à faire cet événement au sein de leur école, puisque le théâtre fait partie de l'établissement. Donc, on les remercie chaleureusement. Au programme, il y aura 2 conférences. Une conférence d'abord sur les sujets d'orientation, comment exister dans la jungle des écoles supérieures, qui est un point important. Et le deuxième sera orienté sur les salons, qui est quelque chose que beaucoup de nos membres nous ont remonté, les enjeux salons sur les mois, les années à venir. Donc, on aura l'occasion de pouvoir échanger tous ensemble et ce sera suivi d'un petit cocktail déjeunatoire. Dans le chat, on va mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter quelques chiffres de l'étude et puis on passera très rapidement à l'échange, je pense, pour la raison pour laquelle vous êtes tous et toutes là aujourd'hui. Donc cette année, on ressort notre 3e opus sur l'expérience candidat, le parcours candidat. Cette année, on a eu beaucoup de succès auprès des jeunes. On a eu plus de 2500 répondants, qui est une étude qui est quand même assez longue avec plein de questions. Donc, on est assez content d'avoir eu ce succès. Et pour mettre en exergue quelques chiffres, le premier point, qui était pas forcément simple et évident à voir, mais c'est le retour en force des actions offline par rapport à l'année dernière où le online était au-dessus de 65%. Cette année, on commence à revoir un équilibre, notamment avec le retour en force des événements physiques, des salons et des JPO qui sont clairement revenus un lieu important où les étudiants vont pouvoir découvrir leur établissement. Malgré tout ça, évidemment, je ne vous apprends rien, mais le digital reste clé. On a plein de questions sur ces enjeux-là, et notamment sur la virtualisation de ces points de rencontre, de ces événements et de la communication pour permettre aux étudiants qui parfois sont un peu plus loin, mais pas que, d'en savoir plus, de creuser sur leur école.
Point aussi important, qui est toujours un highlight de cette étude, vos étudiants restent les meilleurs ambassadeurs de vos formations, que ce soit sur vos salons, que ce soit en ligne. Clairement, l'avis de vos étudiants est plébiscité pour ramener de nouvelles personnes. Et un dernier chiffre qui est aussi une surprise de notre côté, c'est le nombre d'écoles choisies par les lycéens dans leur choix d'orientation. Quand les années précédentes, on avait beaucoup de personnes qui étaient entre 6 à 10, on avait plus de 40% qui faisaient beaucoup de choix d'écoles. On se rend compte que les lycéens, cette année, et peut-être que c'est une tendance de fond, on fait moins de candidatures avec peut-être un choix plus précis dans leur orientation. Donc, c'est assez intéressant d'essayer de creuser. Et si vous téléchargez l'étude, vous allez pouvoir voir la granularité de ces datas en fonction des lycéens, des personnes qui sont déjà étudiantes. Donc, ça va vous permettre d'y voir peut-être un petit peu plus clair. Donc pareil, à la fin de cet événement, vous recevrez un lien pour télécharger l'étude et on espère qu'elle vous plaira. Pareil, on veut être un collectif collaboratif, donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques sur cette étude, on sera ravis de pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas à nous répondre à l'email, on prendra le temps d'échanger avec vous à ce sujet-là. Sans plus attendre, je veux présenter nos deux speakers du jour, Speakerine d'ailleurs, Speakris, peut-être, je ne sais pas. Je voulais vous présenter du coup Marianne Condé-Salazar, qui est directrice de la marque et de la communication à l'ESCP Business School. Elle a une très longue carrière dans l'environnement de l'éducation supérieure, donc pour nous c'est vraiment précieux de pouvoir avoir Marianne aujourd'hui pour échanger. Et Perrine Sautier, qui nous fait aussi l'honneur d'être ici aujourd'hui, qui fait partie des rares personnes en France qui sont responsables de cette expérience étudiante au sein d'un groupe, et du coup aussi alumni. Et c'est très intéressant de voir comment les groupes comme AD Éducation se structurent, s'organisent pour échanger sur ces sujets, pour faire avancer tout ça dans l'expérience globale de ce qu'est un groupe d'éducation et l'éducation de manière générale. Voilà, donc bonjour Marianne et Perrine, je vous laisse la parole, je vais vous laisser vous introduire et puis on va dérouler, on a 45 minutes ensemble et je vais organiser les questions-réponses. Bonjour à toutes les deux. Merci Edouard. Bonjour Edouard, merci. Et rebonjour Perrine. Alors moi je voudrais peut-être en introduction effectivement redire à quel point l'expérience étudiante est au cœur aujourd'hui de notre promesse de formation, hein, de notre mission, parce que on sait bien que on n'apprend jamais aussi bien que lorsqu'on est dans des conditions confortables, à la fois matérielles, mais également psychologiques. Et donc, il est évidemment très important. Et Edouard, tu le rappelais effectivement avec la mission de Perrine, que voilà, toutes les écoles aujourd'hui, tous les acteurs de la formation, de l'enseignement supérieur prêtent une attention toute particulière, mais pas seulement d'ailleurs dans l'industrie de l'enseignement supérieur. Prenez l'industrie du loisir. Aujourd'hui, l'expérience client est également au cœur de toutes les attentions. Et même pour extrapoler encore dans l'univers de la santé. Donc voilà, donc je pense que vraiment sur ce sujet de l'expérience étudiante, nous sommes au cœur d'une révolution, voilà, partagée par beaucoup d'industries. Et pour compléter ton propos, Marianne, c'est vrai que c'est quelque chose en fait auquel sont habitués nos publics qui sont étudiants, le fait d'être interrogés quand ils vont dans un point de vente physique, quand ils ont n'importe quelle expérience finalement dans leur vie quotidienne. Et en fait, c'est tout à fait normal finalement que ça
arrivent aussi dans leur campus, dans leurs écoles, puisque là aussi, ils ont besoin de faire entendre leur voix et de manifester leur niveau de satisfaction par rapport à leur quotidien. Il ne faut pas oublier quand même qu'ils passent de nombreuses heures dans leur salle de cours, etc. Et ils sont tout à fait légitimes, ce sont les premiers concernés pour juger de la qualité de leur expérience. Alors c'est vrai que chez AD Éducation, nous on a le poste que j'occupe aujourd'hui, on l'a créé il y a près de 3 ans, justement partant de ce constat que finalement on a des intuitions, on a des insights, on a des choses qui nous remontent de nos directeurs de campus, etc. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément structuré une manière d'être à l'écoute de nos étudiants. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on a créé ce poste. Moi, il faut savoir qu'avant, au sein d'AD Éducation, j'étais plutôt sur la partie relations entreprises, mais c'est vrai qu'on avait un petit flou sur cette partie d'expérience étudiante, et finalement, c'était plutôt les écoles et les campus qui géraient de manière très locale la partie expérience étudiante. Donc ce poste, il est vraiment sur 3 gros enjeux principaux qui nous semblent clés. C'est la mesure, donc c'est vraiment comment est-ce qu'on met en place des systèmes pour écouter nos étudiants par le biais d'un savant mélange d'enquête interne et d'enquête externe, donc avec Happy at School notamment, que vous connaissez sans doute, certainement. Ensuite, il y a toute la partie action, c'est-à-dire une fois qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on en fait de tous les éléments, de toutes les datas qu'on va pouvoir récolter. Et puis, vous l'avez dit, Édouard, c'est aussi comment est-ce qu'on fait le lien entre le pendant, c'est-à-dire pendant que les étudiants sont avec nous dans les campus, et ce qui va se passer après, une fois qu'ils quittent les écoles, qu'ils quittent leur cursus de formation. Comment est-ce qu'on va continuer finalement à leur proposer une expérience qui corresponde à leurs envies et à leurs besoins en tant que jeunes diplômés, et puis à terme en tant qu'alumni un peu plus anciens. Et effectivement, je rajouterais également que de manière très, très, très significative, nous avons confié à la direction académique de l'ESCP Business School la direction de la Student Experience. Donc aujourd'hui, cette direction n'est plus qu'une, académique and Student Experience. Donc c'est vous dire à quel point, effectivement, cette expérience étudiante maintenant est un levier de performance sur l'académique. Et suivant toute la méthode exposée par Perrine. Alors moi, je voudrais peut-être juste ajouter quelque chose. En interne, dans nos écoles, l'attention particulière à l'expérience étudiante peut rencontrer une forme de résistance parce qu'on s'imagine que faire attention, prêter de l'attention à l'expérience étudiante, c'est considérer nos étudiants comme des clients. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, Perrine, souvent on a l'expérience client dans d'autres secteurs d'industrie. Eh bien non. En réalité, il reste toujours de jeunes futurs professionnels dont notre mission est vraiment de les former, de les accompagner. Et nous les accompagnons de façon d'autant plus efficace que, comme tu viens de le dire, Perrine, nous écoutons leurs attentes et nous mesurons notre capacité à répondre à ces attentes. Et effectivement, le but n'est pas du tout d'aller vers des stratégies clientélistes, puisque dans ce qu'on va récupérer ensuite, c'est à nous de prioriser et de choisir les actions qui nous paraissent effectivement clés pour pouvoir répondre à ces attentes. On reste évidemment des établissements d'enseignement supérieur, on reste des CFA, on reste des écoles. Mais c'est vrai que tout ce qui va
finalement graviter autour des programmes pédagogiques, c'est intéressant aussi d'aller voir si les locaux sont suffisamment accueillants et suffisamment apportent en tout cas les meilleures conditions pour pouvoir étudier de la meilleure des façons, si la vie étudiante, on y reviendra. Voilà, il y a tout un tas d'éléments finalement qui vont composer l'expérience étudiante. Quand un étudiant choisit de venir étudier dans une de nos écoles, il choisit évidemment un programme, il choisit une expertise, il choisit un diplôme à la clé et puis des possibilités d'emploi à la sortie, mais pour moi, l'expérience étudiante, en tout cas, on a tous navigué dans certaines écoles avant de devenir des professionnels. La vie étudiante, cette période de la vie, c'est quand même aussi une période assez clé pour se faire des souvenirs, pour se faire, c'est là où tout le monde se crée ses amitiés les plus fortes. On vit des choses qui sont vraiment marquantes. C'est l'entrée dans l'âge adulte aussi, et donc c'est à nous de favoriser, de faire en sorte que tous les pans de la vie de nos étudiants soient, en tout cas tout ce qui est entre nos mains, soit optimisé pour que le reste suive et pour que la montée en compétences attendue soit au rendez-vous grâce à cet environnement favorable. Tu voulais peut-être, Marianne, évoquer en particulier la partie parcours candidat? Oui, orientation, parce que c'est vrai que j'y attache une importance toute particulière, enfin une écoute en tout cas toute particulière, parce qu'on sait, comme tu viens de le dire, à quel point ces années sont des années charnières, des années voilà, où on se construit tout autant qu'on apprend, on s'apprend, on apprend à se connaître soi-même et on se construit. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Je reviens à l'étude, j'ai trouvé très intéressant effectivement ce qui peut apparaître comme une contradiction entre le retour du offline, mais le désir toujours de digitalisation et de qualité surtout sur les offres digitales proposées à nos candidats. Moi, j'y vois pas du tout de contradiction. J'y vois au contraire beaucoup de maturité. C'est-à-dire que ces jeunes candidats attendent des outils sur la forme, attendent de la numérisation, parce que on le sait bien quand même, la numérisation permet un accès élargi à tout moment, mais attendent à l'intérieur de ces outils un retour de l'humanisation, c'est-à-dire vraiment de beaucoup de conseils personnalisés et transmis non seulement bien évidemment par les acteurs sur le secteur de la formation, mais également par ceux qui vivent l'expérience ou ceux qui l'ont vécu. Et donc j'ai trouvé très intéressant dans l'étude l'attente de la transmission par les pairs. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment sur l'orientation aujourd'hui, il y a une voie qui est ouverte par nos candidats sur une information qui reste. Alors bien sûr, il est toujours important de se rendre sur les lieux, parce que c'est sur les lieux qu'on va avoir cette expérience de vie, donc il faut de toute façon se rendre un jour sur les lieux, mais garder la possibilité d'échanger de loin et à tout moment avec l'école et dans ces échanges, avoir des retours d'expérience. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui se met en place et que je trouve très, très intéressant parce que dans ce qu'attendent les candidats, bon, alors il y a bien sûr les informations sur nos programmes, sur la façon dont nous organisons et dont vont se dérouler ces programmes. Mais il y a aussi surtout une attente sur les valeurs qui nous animent. Je crois que justement, comme les étudiants ont bien compris que non seulement ils allaient apprendre, mais qu'ils allaient vivre une expérience, eh bien, ils veulent quand même connaître à l'avance justement les valeurs qui vont être les valeurs dominantes sur
sur les lieux dans lesquels ils vont vivre avec nous. Et donc les valeurs, par exemple, très concrètement, d'inclusion, les valeurs de diversité, de respect de l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui très attendu par les candidats et qui peut être transmis certes par nous les écoles, mais surtout, encore une fois, par ceux qui vivent l'expérience ou qui l'ont vécue. Et d'ailleurs, effectivement, tu le dis, ça doit être complémentaire. En tout cas, c'est de cette manière-là que c'est attendu par les candidats, par les étudiants. Et en fait, pour moi non plus, c'est pas étonnant. Et d'ailleurs, je trouve que le parallèle est quand même assez notable entre cette articulation du numérique et du physique, du réel. C'est aussi ce qui est attendu par nos étudiants une fois qu'ils sont dans les campus, c'est de se dire finalement, ils ont besoin d'humains, ils ont besoin de venir dans les campus. Nous, quand on les interroge et qu'on leur dit quelle est la place que vous souhaitez voir donner à tel cours en ligne, etc., ils ont besoin d'avoir ces deux outils, c'est-à-dire je viens dans une école aussi pour pouvoir vivre avec des camarades, pour pouvoir interagir directement en chair et en os avec un intervenant, avec un formateur. Tout ce qui va être numérique est finalement une attente qui vient en complément, qui va venir renforcer, qui va venir permettre de répondre aussi à leurs besoins d'immédiateté qu'on n'a pas forcément quand on a besoin d'être dans le campus. Et c'est vraiment du complément. C'est comment, après, c'est à nous de trouver le bon dosage et d'articuler, que ce soit pour le candidat ou pour l'étudiant une fois qu'il est arrivé chez nous, le juste équilibre entre le physique, le présentiel et le distanciel. Mais pour moi, c'est vrai que les attentes sont les mêmes finalement entre un candidat et un étudiant. Le fait d'avoir besoin finalement des deux canaux, et maintenant que le digital est entré depuis 2-3 ans véritablement dans leur expérience, évidemment, ils sont voilà, on peut plus revenir en arrière, ça fait vraiment partie de l'expérience en tant que telle. Puis je crois que comme tu le soulignes, Perrine, je crois que qu'ils soient candidats ou qu'ils soient étudiants, ils ont aussi besoin d'être rassurés sur notre capacité à être aussi en digital, ne serait-ce que pour l'ouverture au monde, et être rassurés sur le fait que justement le présentiel ne va pas non plus les enfermer, parce que l'expérience du confinement que nous avons eue et de l'ouverture que nous offrait le numérique, je pense, va rester pour longtemps dans nos imaginaires collectifs. On a aussi quand même besoin, rappelons que le digital, ça nous ouvre aux autres. Donc si justement la valeur de l'école est une valeur d'ouverture, il faut garder cette capacité à instantanément partager une expérience avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Et c'est d'ailleurs, ça permet justement d'avoir cette facilité d'échange. On a organisé très récemment un webinaire justement pour nos tout jeunes alumni qui étaient vraiment répartis dans la France entière et même à l'étranger, sur la recherche du premier job, etc., sur négocier son salaire. Et c'est vrai qu'on a la possibilité de créer des échanges entre membres de différentes écoles qui sont répartis vraiment sur tout le territoire, qui ne se seraient jamais rencontrés, qui n'auraient jamais échangé et qui vont pouvoir bénéficier de ces outils-là, justement. Et tu le disais, Édouard, pas seulement avoir le conseil, le support d'un membre du staff de l'école, mais d'avoir vraiment un échange avec un pair. C'est hyper important, et c'est même bien souvent plus authentique et donc plus recherché par les étudiants, par les alumni, qui vont finalement se dire l'école, c'est l'institution, j'ai un discours qui est rodé, etc. Mais en fait, moi, je vais plutôt aller chercher
quelqu'un qui était dans ma situation, qui est dans ma situation ou qui l'était il y a 1 an ou 2, parce que finalement, c'est quelqu'un qui me comprend, c'est quelqu'un qui est à ma place, etc. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir s'appuyer véritablement sur quelqu'un qui est passé par là récemment, ça vient vraiment compléter notre propos à nous. Mais tu viens de le dire, Perrine, je pense qu'il faut vraiment viser de compléter les discours et de veiller quand même à ne pas justement catégoriser les discours et s'abriter derrière des catégories de discours très corporate et puis des discours vrais qui viendraient de nos étudiants. Je crois qu'il faut que nous, écoles, nous puissions nous remettre en cause et adopter aussi, enfin, en tout cas, intégrer dans nos discours une partie de l'expérience étudiante. Parce qu'il y a l'expérience étudiante, puis il y a l'expérience aussi que nous vivons en tant qu'acteurs de formation dans ce domaine de l'enseignement supérieur. On peut leur en parler aussi. Sur les valeurs, on a aussi, nous, acteurs de la formation, à dire, à témoigner de notre expérience. Donc, je crois qu'il faut, sur justement la transmission de l'expérience, il faut aussi veiller à parler ensemble. D'une seule voix, oui, tout à fait. Après, sur la partie vraiment, justement, j'en parlais au tout début, l'écoute de nos étudiants. Alors moi, j'ai la chance d'être aux manettes de tous les dispositifs d'écoute. Alors, je mets de côté vraiment tout ce qui va concerner la pédagogie, parce que ça, on a fait le choix de laisser la main, donc au niveau d'AD Éducation, de laisser la main aux écoles, aux campus, aux directions pédagogiques elles-mêmes. Et donc, nous, on va se focaliser vraiment sur tout ce qui est hors pédagogie. Et moi, je voulais partager avec vous ce matin quelques éléments vraiment clés qu'on suit de manière très assidue depuis les 3 ans de ce programme autour de l'expérience étudiante. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages, Marianne, à l'ESCP. Nous, ce qu'on note véritablement, c'est l'hyper-personnalisation. C'est vraiment le besoin clé, le besoin capital. Et c'est en ça, effectivement, que le fait de pouvoir leur proposer un panel d'outils entre la JPO, le salon, l'échange avec un ambassadeur, d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs, directement sur une JPO ou plus virtuellement avec Magma, par exemple. C'est vraiment de leur proposer un maximum d'outils dans lesquels ils vont pouvoir piocher en fonction de leurs besoins, de leurs envies, de qui ils sont et de leurs questions par rapport à leur choix d'école. Ça, on le note vraiment dès le parcours candidat, mais aussi sur tout ce qui va être lié à la pédagogie, un besoin vraiment d'individualisation du parcours. Mais là où on le note de manière la plus importante, c'est vraiment tout ce qui va concerner la professionnalisation. C'est un vrai sujet qui est le plus individuel qu'on note dans un parcours étudiant. C'est là où on se construit, c'est là où on réfléchit à qui on veut devenir, à ce qu'on va choisir comme spécialité, ce qu'on va choisir comme stage, comme alternance, etc. Et la première demande de nos étudiants aujourd'hui, en tout cas dans les écoles AD Éducation, c'est vraiment d'avoir une personnalisation la plus proche possible de nos réponses, de ce qu'on va fournir comme outil à nos étudiants. Et puis j'en parlais, l'immédiateté, la rapidité avec laquelle on va pouvoir échanger, pratiquement 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, c'est un vrai sujet. Donc il y a des outils évidemment dont tu veux peut-être parler, Marianne. C'est absolument capital de pouvoir être le plus enclin possible à leur répondre et à répondre à leurs attentes au plus vite. Alors tout à fait, je te rejoins, Perrine. C'est vrai qu'on est vraiment dans une ère de l'immédiateté et on a des étudiants, des candidats, puis des étudiants qui sont
évidemment toujours très, très, très pressés d'avoir une réponse à la question qu'ils posent parce qu'ils ont déjà l'impression, quand ils ont posé une question, d'avoir quand même fait un effort significatif. Donc, et c'est bien, et ils ont raison. Hein, mais moi, je voulais ajouter que aujourd'hui, justement, comme on a le sentiment d'aller très, très loin dans l'individualisation, la personnalisation, on fait attention aujourd'hui quand même à toujours leur dire que ce projet personnalisé, il va s'inscrire dans un travail d'équipe, ou en tout cas dans une équipe. Il va s'inscrire, on va quand même tout de suite essayer de leur donner, par exemple, la composition du groupe qui s'est inscrit à tel cours, pour que tout de suite, il y ait à la fois donc ce projet personnel, mais qu'il soit aussi rassuré sur le fait que ce projet personnel s'inscrit dans un projet de groupe. Voilà, je crois que aujourd'hui, en tout cas sur l'expérience étudiante à ESCP Business School, on essaie vraiment de retrouver cet équilibre. Bah, c'est encore une fois, je pense que le fait d'avoir de se sentir un individu dans un collectif, effectivement, c'est ce qui leur permet aussi on se construit aussi beaucoup par rapport et grâce aux autres. Donc, je pense que c'est important, oui, de les inclure, de leur faire prendre conscience qu'ils appartiennent effectivement à un collectif. Pardon. Vas-y. Et tu parlais de l'expérience professionnelle. On a vraiment à cœur aujourd'hui de travailler non seulement avec l'Association des anciens, mais la Fondation ESCP Business School. Donc, on est sur ce qu'on appelle un fast track. Donc, F pour Fondation Alumni School Triangle. Donc, on veut vraiment travailler, tu vois, avec à la fois les étudiants et nos professionnels, et notamment sur l'expérience professionnelle de nos étudiants, on les met tout de suite en relation avec ceux de nos alumni qui sont, par exemple, soit sur les mêmes métiers, soit dans le même secteur d'industrie. Bah, c'est encore une fois, je pense que le lien, en tout cas avec les alumni, il est absolument clé. Là, j'avais en tête justement dans ce qu'ils remontent comme attente de nos candidats, de nos étudiants, ça va être, je pense que c'est la même chose dans toutes vos écoles, vous qui nous regardez ce matin. Un des critères vraiment principaux maintenant, c'est vraiment comment est-ce que l'école s'engage. Alors, il y a beaucoup de façons de s'engager. Comment est-ce que l'école s'engage de manière sociale, sociétale, autour de l'environnement, de la transition écologique, effectivement. Et c'est vrai que nous, on avait constaté un point lors des premières enquêtes, donc il y a 3 ans. On s'est bien rendu compte que déjà, il y avait plusieurs sujets. On avait le sentiment de faire des choses, en tout cas des choses, on en faisait déjà. Et finalement, on avait des difficultés quand même certainement à le faire savoir plus qu'à le faire, puisque les étudiants nous remontaient que justement, ils ne percevaient pas spécialement suffisamment l'engagement de leur école vis-à-vis notamment des sujets de transition écologique. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment questionné, puisqu'on véritablement des choses étaient déjà faites, vous vous en doutez bien. Et c'est vrai qu'en creusant, en allant vraiment plus loin avec les étudiants, on s'est rendu compte que c'était pas forcément juste, par exemple, la façon dont le bâtiment était plus vertueux, mais c'était aussi, est-ce qu'on était capable d'aller chercher justement des entreprises elles-mêmes engagées. Donc, le fait d'apporter des partenaires, le fait d'apporter des employeurs potentiels à nos étudiants dans le cadre de nos job dating, dans le cadre des partenariats sur lesquels on fait travailler les étudiants, c'est bien, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher toute cette boucle vertueuse et de se dire que
nos étudiants nous attendent sur le fait d'aller chercher des entreprises elles-mêmes engagées, elles-mêmes inclusives, elles-mêmes engagées pour la diversité, elles-mêmes engagées pour le climat. Et moi, je prends un exemple très concret, et c'est aussi pour vous montrer ce matin que l'expérience étudiante, c'est pas on peut vraiment en tirer des inputs stratégiques. Quand on s'est vraiment posé la question là-dessus, notamment avec la directrice générale de l'ESP, là où justement les étudiants étaient plutôt mécontents, en tout cas pas satisfaits de la façon dont l'école prenait en charge ces enjeux de transition climatique, on s'est posé la question, et c'est vrai que l'ESP a choisi de frapper un grand coup. Ils ont fait un gros événement qui s'appelle Come for Climate. Ils se sont organisés avec 2 grosses agences que vous connaissez sans doute, qui sont Hopscotch et Saatchi. Une douzaine d'entreprises clientes qui évoluent soit dans le domaine autour de la transition écologique, soit pas du tout, mais qui en tout cas avaient des enjeux. Et en fait, ils ont fait travailler tous leurs étudiants pendant 15 jours sur des problématiques de ces entreprises-là. Il y a eu tout un système organisé avec les agences, avec des masterclass, etc., pour que les étudiants et ce sentiment, non seulement d'apprendre des choses sur la communication responsable, comment est-ce qu'on va justement s'appuyer sur les outils de communication pour favoriser la transition écologique dans les entreprises. Et puis, on a noté véritablement, peu après cet événement-là, que la satisfaction, elle avait vraiment augmenté. On a pris plus de 13 points de satisfaction. Donc, ça a été vraiment, c'est très concret en fait. C'est comment est-ce qu'on répond aujourd'hui à un besoin auquel on ne répondait pas. Et maintenant, OK, on a compris que là-dessus, on pouvait faire mieux. Et ben voilà ce qu'on vous propose. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir constater très nettement dans les études qui suivent. Donc, c'est important de se dire, c'est bien d'écouter, mais derrière, comment est-ce qu'on actionne et comment est-ce qu'on se base sur les datas qu'on récupère pour pouvoir progresser, puisque en fait, tout l'enjeu, il est là, c'est comment est-ce qu'on se met vraiment en mode amélioration continue pour répondre à leurs besoins. Alors, Perrine, je rebondis sur ce que tu disais de la boucle vertueuse, et c'est vrai que quand on s'attache à améliorer l'expérience de nos étudiants, on est en chef d'orchestre. Enfin, l'enjeu est vraiment d'orchestrer les différentes actions que l'on peut avoir sur le recrutement, la pédagogie, la formation, l'expérience professionnelle. Alors, il y a quelque chose qui facilite cette orchestration, c'est le travail que l'on peut faire sur la marque. Et en tout cas, c'est le travail auquel je m'attache depuis quelques semaines à ESCP Business School, parce que quand on revient aux valeurs de la marque, en fait, il est beaucoup plus facile, de manière très naturelle. On peut réorchestrer tous les éléments de l'expérience de nos candidats, nos étudiants, nos alumni. Parce qu'on est guidé par les valeurs de la marque. Mais je vois, Édouard, qu'on a pas mal de questions. C'est ce que je voulais pas vous couper, parce que vous étiez toutes les deux bien parties dans les échanges. Il y a eu pas mal alors il y a Nathalie qui a beaucoup contribué à apporter une petite pierre à chaque édifice des différentes questions. Merci Nathalie, notamment sur l'enjeu de parler de clients comme des étudiants. C'est une vraie question. Je pense que c'est une question que vous avez aussi toutes et tous, et puis qui effectivement a pas mal apporté des choses sur la notion de pair, d'avoir le même langage, que vous avez aussi confirmé. Donc ça allait dans le même sens. J'ai laissé un peu dérouler. Là, on a une question qui vient d'arriver. Quels outils utilisez-vous pour répondre aux attentes d'immédiateté des candidats? Cette notion d'immédiateté, comment vous la traitez de vos côtés? À toi, Perrine. Moi, j'ai un exemple très
très récent sur ce sujet-là. Tout simplement, en fait, on va leur demander où ils sont et on va se déporter sur les canaux qu'ils utilisent au quotidien. On se rend bien compte notamment que les emails, c'est de plus en plus compliqué. Les emails sont pas forcément lus. Donc là, on a vu j'ai vu passer un petit sondage très simple sur Instagram, puisqu'on sait qu'ils sont là, c'est là-dessus qu'ils suivent les actus de leur campus de manière préférentielle. Et on va leur demander, en fait, comment est-ce que vous voulez échanger. Alors là, voilà, sur la partie candidat, c'est moins mon sujet, mais en tout cas, sur les étudiants, comment est-ce que vous voulez qu'on réponde à vos questions, etc. On leur a demandé. Ce qui ressort aujourd'hui beaucoup, c'est WhatsApp. Et c'est vrai que, alors, il y a tout un tas d'outils qui existent et donc chaque école a ses préférences, évidemment. Certaines plus sur Teams, d'autres sur Slack, etc. Mais c'est vrai que là où sont les étudiants et ce qu'ils utilisent dans leur quotidien avec leur famille, avec leurs amis, etc., c'est WhatsApp. Et donc, ils nous attendent sur WhatsApp. Et c'est vrai que c'est aussi très simple et pratique pour les équipes de pouvoir répondre directement via WhatsApp. Donc, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez intéressant comme outil pour travailler avec les étudiants. Je sais pas, après, au niveau des candidats, je sais pas ce que tu en penses, Marianne. Alors là, pour le coup, j'ai effectivement, comme je vous le disais, je ne suis arrivée que depuis que quelques semaines et je sais qu'on est assez satisfait des outils sur le recrutement, sur la communication avec les étudiants. On est en train de mettre en place un nouvel outil. Et un outil qui leur permettra effectivement beaucoup plus de réactivité, qui s'appuiera sur un support d'application mobile. Et voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont, je termine, il y a beaucoup de choses qui sont en train de voir le jour aussi, notamment avec l'intelligence artificielle, qui est en train de bruisser un petit peu dans notre secteur, dans le sens où finalement les staffs des écoles, les personnes qui sont à la vie scolaire, etc., je pense répondent à peu près 80% du temps toujours aux mêmes questions. Parce que c'est des choses qui ont été lues dans le règlement intérieur en début d'année, qui ne sont pas forcément revues par l'étudiant quand il se pose vraiment la question. Et en fait, c'est vrai que moi là, je commence vraiment à regarder ce qui pourrait être utile avec l'intelligence artificielle, justement, pour aller chercher dans nos outils, dans des choses qui existent déjà, pour pouvoir peut-être mettre à disposition, en tout cas, de proposer une réponse de premier niveau à nos étudiants qui se posent une question pour laquelle on a déjà la réponse et qui ne nécessite pas forcément d'intervention humaine. Alors, on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde de manière assez assidue pour pouvoir justement aller encore plus rapidement et leur fournir une réponse la plus rapide possible. Dans ce projet d'application sur lequel nous travaillons actuellement, il y a la possibilité d'intégrer les alumni qui le souhaitent, bien sûr, sur la base du volontariat. Et là, ça nous permettrait justement la double réponse à la fois de l'école et de ceux qui sont passés par l'expérience. C'est intéressant. Je rajoute une petite réponse sur la partie des échanges, puisqu'on a Lucas qui nous remonte que Discord, WhatsApp fonctionne effectivement bien. Discord, nous on le voit aussi pas mal utilisé, qui est un super outil et sur des cibles Gen Z assez jeunes. C'est vraiment un média qui est un outil qui marche bien. On a une autre question, là beaucoup plus d'un point de vue fonctionnel, de savoir si effectivement de rappeler systématiquement les candidats joue réellement un rôle important dans la décision finale. Une question d'Adam. Plutôt pour Marianne. Ah non. Non. Non, j'ose pas vous dire que non, je pense pas, mais parce que
Parce que je pense qu'effectivement, ça fait quand même une différence quand vous avez le sentiment qu'une école s'intéresse à vous et qu'elle vous rappelle. Il n'y a rien de pire que, par exemple, une organisation, quelle qu'elle soit, vous l'avez contactée, elle ne vous recontacte pas. Mais, donc ça, c'est clair. Il faut quand même tout de suite recontacter. Mais faire attention, comme une courbe de Gauss, faire attention à pas trop non plus rappeler, parce que sinon, on va... on prend le risque de voir son numéro bloqué ou voilà. Je pense que ce qui est intéressant justement à ce moment-là, c'est de faire jouer les différents discours et de faire rappeler à ce moment-là, non pas toujours par l'école, non pas toujours par le service commercial, mais par des alumni bénévoles ou des étudiants. Et c'est là que Magma prend toute sa place. Et voilà. Mais alors, je voulais peut-être revenir à la question de Nathalie sur la question du client, puisque c'est moi qui ai soulevé le fait qu'il pouvait y avoir une résistance en interne. Alors, en fait, tout dépend des organisations. Quand on est dans une jeune école, un jeune groupe privé, vous n'avez peut-être pas effectivement un corps social qui va être en résistance à cette idée de client. Vous l'avez dans des écoles beaucoup plus anciennes et quand elles ont été longtemps consulaires, bien vous retrouvez des organisations sociales qui sont proches de celles que l'on trouve dans les universités, où on considère qu'effectivement, on forme de jeunes futurs professionnels, on les accompagne, et voilà, et ils ne sont pas clients. Et moi, je suis très attachée à cette idée de la mission qu'on peut avoir, qui est une mission vraiment de service. On est sur de la life experience, parce qu'on ne vend pas non plus un produit, on ne vend pas non plus un service, parce qu'en réalité, il n'existe qu'une fois qu'il a été vécu. Donc, on est vraiment sur ce que les marketeurs américains, nord-américains appellent vraiment la life experience. Et voilà. Et sur la life experience, on n'a pas de client, puisqu'on a quelqu'un qui, en réalité, fabrique aussi l'expérience avec vous. Voilà. Je voulais juste dire à Nathalie que après, si vous avez une organisation sociale dans laquelle il n'y a aucune résistance à l'idée de considérer des étudiants comme les clients, c'est tant mieux. C'est assez fin quand même, la nuance est assez fine. Pour moi, ils sont... En tout cas, on se doit de les considérer comme des clients quand on parle de qualité de ce qu'on leur apporte, quand on parle d'écoute, quand on parle de... En fait, c'est la même personne, mais qui représente à la fois un étudiant, dans le sens où quand on rentre dans un établissement, c'est pas parce qu'on a payé des frais de scolarité que derrière le cursus est acquis, bien évidemment. En revanche, sur tout le reste, c'est de répondre, c'est quand même quelqu'un qui nous a choisis, donc il faut quand même, à mon sens, écouter ses remarques, écouter toutes ses positions, en tout cas toutes ses attentes, pour pouvoir y répondre au maximum, et c'est ce qui nous fait progresser. C'est vrai, pour moi, c'est vraiment en ça qu'on peut le regarder comme un client, en tout cas pour toute la partie justement satisfaction, expérience étudiante. Après, encore une fois, par exemple, si je nous compare au secteur de la santé, on soigne aussi bien un patient qu'un client. Donc, et même quand il n'est pas client, notre devoir est de bien le soigner. Je pense que c'est vraiment la même chose pour l'enseignement supérieur, la formation professionnelle. C'est vrai. Après, sur les JPO, la question d'Anne-Sophie, moi, je suis très attachée aux JPO, j'aime beaucoup.
Alors, et Mélanie parle des salons. Alors, je pense que sur les salons, peut-être effectivement moins, parce que les salons, ce qui revient, je sais pas si c'est le cas aussi de ton côté, Marianne, mais y a moins de temps, il y a beaucoup de, justement, c'est moins personnalisé. Je pense que c'est une première prise de contact, mais évidemment, les étudiants ne sont pas, enfin, c'est pas satisfaisant en tant que tel. Il faut vraiment pousser, il faut aller visiter les écoles, évidemment, et c'est tout je pense, qu'on leur conseille, c'est de venir prendre la température, ressentir l'ambiance, découvrir des locaux, des gens, là où sur un salon, on a tout le brouhaha ambiant et on se rend pas bien compte finalement puis les échanges ne sont pas poussés. Donc moi, les JPO, je trouve que c'est un vrai moment, et pour le coup, le succès ne se dément pas, contrairement au salon. Toi non plus, j'imagine, Marianne. Non, c'est effectivement très, très important pour nous, puisque en plus, nous sommes sur 6 campus en Europe, et c'est important pour nous de les recevoir. Comme je vous le disais, de toute façon, il faut à la fois bien évidemment avoir toujours ces outils qui nous permettent d'abord d'échanger, de dialoguer de façon virtuelle, et puis après, de toute façon, se rencontrer. L'expérience, elle va être une expérience de toute façon in real life. Eh bien, merci à toutes les deux. On arrive doucement vers la fin. Il nous reste 5 minutes. Je vais attendre encore quelques instants si vous avez d'autres questions. Alors, il y a une question qui vient de tomber sur les JPO virtuels. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous laisser y répondre. S'il y en a d'autres qui ont des questions, allez-y tout de suite. On prendra le temps d'y répondre avant la fin de ce webinaire. Je vous laisse, Marianne et Perrine, parler de la virtualisation des JPO. Moi, je pense qu'on peut beaucoup encore développer. On peut encore beaucoup gagner en qualité, en originalité, en innovation sur les JPO virtuels. Il y a pas encore, oui, alors forcément, je te rejoins, il y a probablement des choses autour des campus virtuels qui peuvent arriver, et puis il y a plein de nouveaux outils qui se créent tous les jours à ce sujet-là, mais c'est vrai que là, les JPO virtuels, on est passé, ça reflète complètement les chiffres de l'étude, hein. On est passé d'un moment où, en l'absence de toute JPO physique, les JPO virtuels étaient les seuls moyens de faire entrer virtuellement les étudiants dans les murs de l'école. Aujourd'hui, c'est un outil qui est complémentaire, et on en parlait dans l'étude. C'est intéressant pour quelqu'un qui va pas forcément pouvoir ou avoir envie de se déplacer à ce moment-là, ou quelqu'un qui a d'autres questions qu'il n'a pas forcément posées sur le salon ou sur une précédente journée porte ouverte réelle. Ça va venir compléter. C'est quand même c'est un exercice qui est plutôt intéressant. On arrive quand même à faire des choses avec des outils très simples, juste un téléphone. On arrive à faire la visite des locaux, on arrive à avoir un échange, etc. Et c'est juste que effectivement, c'est devenu un outil complémentaire au JPO réel après 2 ans presque comme unique canal. Mais c'est vrai que voilà, pour les étudiants qui pourraient être à l'étranger, en tout cas les candidats qui pourraient être à l'étranger ou qui pourraient être dans des territoires un peu plus ruraux, je pense que c'est quelque chose qui est hyper utile pour ces candidats-là. Alors moi, je voudrais répondre à la question de Gauthier. Moi, j'apprécie beaucoup les formats soirées, portes ouvertes. Alors ça, c'est plutôt pour les programmes très juniors, parce que justement, les parents sont plus disponibles et les accompagnent. Pour les publics plus exécutifs, hein, puisqu'on parle vraiment de l'expérience étudiante aussi sur l'ensemble du panel de nos programmes, c'est les petits déjeuners qui marchent bien. Alors, on a encore quelques questions, je vais les prendre et puis après, je vous laisserai partir tous déjeuner. On a une question de Lola sur WhatsApp qui rentre un petit peu plus dans les détails.
et qui dit qu'effectivement, c'est intéressant pour entrer en conversation avec des gens déjà intéressés, puisque c'est à eux de faire l'action d'ouvrir le canal WhatsApp. Mais du coup, est-ce qu'il y a moyen de faire du sortant sur ce canal? Peut-être que Florence, en termes de solutions, a des idées qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Tout à fait. Merci Edouard pour la transition. Donc, pour répondre à Lola, aujourd'hui avec WhatsApp, on peut faire des campagnes marketing comme on fait avec du SMS, mais en engageant nous-mêmes des conversations en masse, plus ou moins du moins, avec ces individus-là. Le souci de WhatsApp, c'est qu'aujourd'hui, ça reste un canal qui s'utilise assez différemment puisqu'on ouvre une conversation pour 24 heures. Donc, on n'est pas à une facturation par message, mais pour cette fenêtre de tir. Et après les 24 heures, c'est fermé, on ne peut plus rien y faire. Donc, c'est à utiliser vraiment avec parcimonie sur des sujets dédiés. Exemple de sujet qui fonctionne plutôt pas mal, c'est un candidat qui démarre une procédure de candidature dans une école. La procédure stagne. L'école va pouvoir le relancer par WhatsApp, mais plutôt en mode SAV pour lui dire on est là pour vous accompagner si vous avez besoin, pour télécharger vos pièces, etc. On va avoir une utilisation un peu différente du SMS. Le SMS qui va être plutôt une notification. Bonjour, je vous rappelle que ma journée porte ouverte a lieu demain à 9 h, lien vers le plan, ce qu'on aime beaucoup faire. Là où WhatsApp va vraiment avoir pour objectif d'engager de la conversation. Donc, on va pouvoir effectivement avoir un bouton sur un site internet pour que des prospects viennent initier cette conversation, mais on peut aussi très bien l'utiliser pour initier soi-même la conversation. Mais là, il faut aussi staffer ses équipes, avoir des personnes qui vont être là pour répondre, pour ne pas les laisser les messages passer. D'ailleurs, c'est utilisé chez AD sur cette dimension candidature qui me remontait récemment que l'intérêt, c'est aussi d'avoir une réponse rapide quant à l'intérêt du prospect par rapport à l'école et par rapport au programme, où au moins on est fixé et on sait si la relation va continuer ou pas. Voilà. Et Florence, que penses-tu de la possibilité que l'on a maintenant d'être influenceur sur WhatsApp? Alors ça, c'est encore un autre sujet. Là, j'ai vu cette fonctionnalité moi aussi apparaître il y a quelques temps. Je ne sais pas du tout si ça va prendre, comment ça va prendre. Mais j'ai vu qu'on retrouve effectivement tous les influenceurs de fitness dessus. Donc, à voir, à voir ce que ça va donner. Il faut qu'on suive la tendance. Je me suis justement dit, est-ce qu'il y a des écoles qui vont y aller, pas y aller? Donc, comme toi, Marianne, je suis un peu curieuse à regarder pour voir ce qui va se tramer sur ce sujet-là. J'ai vu qu'il y avait Hugo Décrypte et du coup, je me suis dit, une école pourrait y être, tu vois, sous un profil justement d'apporteur de connaissances. Oui, d'orientation un petit peu, d'orientation, pour pouvoir les accompagner dans ces choix-là. Je me suis fait le même constat. Et juste pour terminer, il y a Alexandra qui te demandait, Marianne, pourquoi des petits déj? Et en fait, donc c'était vraiment sur tes publics de formation pro, d'executive education. Et Alexandra, juste, c'est aussi un moment qui est assez sympa pour les alumni, justement, pour les faire revenir à l'école d'une manière ou d'une autre, pour faire une masterclass, pour échanger avec les étudiants. Nous, c'est des choses qu'on fait aussi dans les écoles et c'est un moment qui fonctionne bien. De toute façon, voilà, de manière générale, pour les professionnels qui sont actifs, le petit-déj et la soirée sont des moments effectivement assez clés. Super, on a déjà dépassé d'une minute tous nos échanges. Merci à toutes et à tous. Ça passe vite. Pardon. Voilà, ça passe très vite. En bonne compagnie, ça passe toujours très vite. N'hésitez pas à poser vos questions par email si vous en avez sur l'étude. Donc, pour la suite, petit rappel, mais vous pouvez vous inscrire pour notre prochain événement à Paris, la matinée de conférence le 7 décembre, et on sera ravis de vous accueillir au sein du théâtre de l'Européen qui est dans les locaux de l'école Ourdet. Donc, notez cette date et puis il y aura des webinars qui vont recommencer dès l'année 2024. Donc, encore merci à tous et à toutes d'avoir été présents aujourd'hui. Merci évidemment à Marianne et Perrine pour cet échange passionnant. Je n'ai pas eu beaucoup à intervenir, c'était vraiment très intéressant. Un replay sera aussi envoyé en même temps que l'étude.
Et pareil, le collectif se nourrit aussi de vos retours. Donc, il y a une adresse email si vous souhaitez nous envoyer des suggestions, des remarques et participer. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et donc, on se revoit bientôt en espérant vous croiser le 7 décembre pour ceux qui auront l'opportunité de venir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.